Nous venons à l'instant d'entamer la deuxième partie du Tour of Rwanda 2010. Le temps passe toujours trop vite, c'est ce que doivent se dire les coureurs, déjà sur les routes de la 6e étape. Plus sérieusement, cette journée de repos était nécessaire vu l'étape d'aujourd'hui, 125 km 800 entre Kigali et Kibuye, mais 7 cols de plus ou moins grande ampleur, le tout sous un climat encore plus chaud qu'avant la pause. Bref, le maillot à poids de Nathanael Beran pourrait être remis en jeu, tout comme le jaune de Nyonshuti, 8 secondes devant, mais avec 3 Érythréens à ses trousses. Jean-Pierre Karabaranga abaisse le drapeau, c'est parti. Alors que devant, les tentatives d'échapper se multiplient, c'est surtout à l'arrivée que le paysage cycliste change. Les coureurs lâchés sont nombreux, le peloton s'étire de plus en plus au fil des kilomètres. Toutes les équipes sont touchées. Chasse à l'homme est organisée par l'Érythrée. Le seul point positif lorsque l'on est chassé, c'est que l'on est devant son tortionnaire. C'est ce que doit se dire Nyonshuti, qui voit la moitié des Érythréens à 15 secondes avant même la 4e difficulté. Mais le maillot jaune se bat et permet au groupe de 15 de se reformer. Avant la descente la plus rapide de l'étape, le groupe de 15 est rejoint par 5 coureurs, dont 2 Marocains et un Rwandais. Ouf, doit se dire le maillot jaune. Mais on sort à nouveau à 4 devant, 2 Sud-Africains et 2 Érythréens, dont le poursuivant numéro 1 au général, Teklit, leader provisoire au kilomètre 40. À la mi-course, avant une nouvelle descente rapide, les 2 Bafana et les Érythréens sont toujours devant, dont le nouveau maillot jaune provisoire, Teklit, puisque son petit groupe possède près d'1 minute 15 sur les 2 intercalés. Moment particulier ensuite pour les coureurs, kilomètre 65, les chemins de traverse se croisent. À l'ouest, direction Kibuye, au nord, sous le pont de Nyabarongo, les sources du Nil. La rencontre entre deux mondes que le peloton ne remarque qu'à peine, puisqu'une nouvelle difficulté voit le jour, la plus difficile de l'étape. La montée vers le sommet de la montagne la plus difficile est l'occasion de faire un point. 2,47 pour les 4 à l'avant, pendant que dans le peloton, le maillot jaune continue d'être attaqué, espérant que la longue descente vers Kibuye lui sera profitable. C'est en revanche plus compliqué pour Jacques Jans van Rensburg, lâché par ses partenaires d'échappée. Dernière difficulté avant une trentaine de kilomètres de descente vers Kibuye, l'histoire du Tour 2010 s'écrit peut-être ici. 3,30 d'avance pour le groupe reformé de 4, puisque Jans van Rensburg, auteur d'un gros effort dans la descente, est revenu. Tous se disputent la victoire d'étape, mais attention, à 20 km de l'arrivée, il n'y a plus que 2 minutes 15. Finalement, à quelques coups de pédale, l'arrivée se fait à 3, puisque le même Jens van Rensburg est sorti définitivement du groupe. Mais un autre Sudaf s'impose, Jason Bake. Tesfaye Teklit s'offre lui le scalp de Nyonshuti et devient maillot jaune devant le magnifique lac Kivu, dont nous parle J.N. Zegari. À une altitude de 1460 mètres au-dessus de la mer, il est un plan d'eau aux 1000 facettes, entouré par une forêt primaire autrefois très étendue, qui se limite aujourd'hui aux montagnes de l'ouest, dont une végétation qui s'étage avec l'altitude et disparaît au sommet des volcans qui l'entourent, la chaîne de la Virunga. À première vue, l'incroyable beauté et sérénité du paysage qui s'étend ne laisse pas présager un quelconque danger, et pourtant, le lac Kivu s'est toujours montré meurtrier. La légende veut que des décès aient été attribués au Mazuku, ou vent maléfique. Mais la découverte de poches de méthane il y a 70 ans ont levé le mystère des disparus du lac. Aujourd'hui, le méthane est davantage une ressource pour demain. De ce fait, un projet visant la transformation du gaz en électricité a vu le jour. Cette initiative pourrait éclairer l'ensemble du Rwanda pendant des décennies, tout en réduisant le risque d'une catastrophe pour les 2 millions de personnes qui vivent le long de ce type rarissime de lac explosif. Avec un nouveau maillot jaune, le Tour of Rwanda repart de Kibuye, direction Butare. Bien, j'essaye de faire le relais entre la fédération, l'organisation, on va dire, de la course et les équipes, les différents autres intervenants de ce Tour of Rwanda 2010. Dès la fin du tour de l'année passée, fin novembre, on a commencé à réfléchir sur ne serait-ce que les étapes. Après sur les équipes à qui on allait demander de participer, et puis tout l'environnement, toute la partie relation avec le ministère qui est quand même le gros bailleur de fonds de l'événement, et puis aussi les partenaires, la recherche des différents sponsors. C'est vrai que c'est très populaire parce que malheureusement la population n'a
pas d'autres événements à voir et surtout, comme l'a répété plusieurs fois le ministre des Sports ici, c'est le cyclisme qui va au devant de la population et non la population qui doit se déplacer pour aller sur l'événement. Donc c'est vrai que surtout ici au Rwanda, on a une population énorme au bord de la route et je pense que c'est la raison principale. C'est vrai que l'année passée, j'ai été très surpris. À chaque fois qu'on traverse ne serait-ce qu'un petit village, on a l'impression que tout le village est là, rassemblé au bord de la route. Les gens en plus sont très prudents, très disciplinés. Il y a beaucoup d'enfants, mais les enfants courent à côté, mais en aucun cas ne marchent sur la route. Et c'est vraiment très poignant, très prenant. Le sentiment, c'est que je suis content parce que les Rwandais sont bien classés, même si aujourd'hui Adrien Nyanshuti a malheureusement perdu le maillot. Pourtant, il a fait énormément d'efforts, de travail, mais c'est vrai que les Érythréens semblent un petit peu au-dessus du lot. Mais sinon, mon sentiment, c'est quand même l'organisation générale se passe bien. On a des messages de soutien et de remerciement, notamment d'une équipe qui est présente, l'équipe américaine, qui nous remercie vraiment, qui ne pensait pas trouver une course aussi bien organisée ici sur le continent africain. Donc pour nous, c'est que du bonheur pour ça. C'est un petit peu nouveau, c'est vrai que c'est un petit peu comme les Colombiens sur le Tour de France il y a 25 ans, c'est quelque chose de nouveau, donc là le cyclisme africain n'est pas très développé, n'est pas très médiatisé pour l'instant, donc c'est vrai que c'est le début d'une histoire. Et puis en plus ici au Rwanda, il y a encore une fois l'histoire qui parle pour elle. Donc c'est vrai que je pense que vis-à-vis de beaucoup de médias, c'est très important de montrer qu'ici au Rwanda, 15 ans après ce qui s'est passé, les gens ont vraiment la volonté d'avancer et de ne pas oublier, mais de vivre l'avenir beaucoup plus sereinement. Honnêtement, je ne l'ai pas demandé aux gens de la fédération, mais pour moi, ça me semblait très important et quelque chose qu'il ne fallait pas oublier. Donc c'est vrai que je voulais ce petit clin d'œil vis-à-vis de l'histoire du pays. Je pense que tous les gens qui viennent pour la première fois au Rwanda, sans être forcément sur le Tour du Rwanda, découvrent un pays où les gens ont toujours le sourire, ont la joie de vivre, ont envie d'aller de l'avant. En plus, le pays s'appelle le pays des 1000 collines, mais je crois que c'est pas pour rien. C'est vraiment des paysages très variés, très magnifiques. Je pense qu'ici, au bord du lac Kivu, c'est non seulement paisible, mais c'est un endroit qui semble magique. Et pourtant, il y a 15 ans, ici, beaucoup de choses se sont passées. Donc c'est vraiment un pays très coloré, très cultivé, où les paysages, à chaque virage, on découvre un paysage différent et c'est ça qui est un petit peu magnifique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, pour terminer, dernière question, un coordinateur général du Tour of Rwanda? Que l'aventure se continue et que tout se passe bien jusqu'à la fin. C'est une de nos priorités, qu'au niveau sécurité, au niveau, pour l'instant tout se passe bien et que le succès populaire, on l'a déjà, qu'il y ait encore plus de monde, ça chaque organisateur le souhaite. Et pour faire un petit peu de chauvinisme avec les Rwandais, qu'un Rwandais en la personne d'Adrien Nyanshuti remporte ce tour. Bonne aventure et on espère que les Rwandais seront au bout alors. Il n'y a pas de souci, on espère. Merci. On le sait, le Rwanda est très fier de sa faune, de ses spécialités culinaires, mais vous ne le savez peut-être pas, de son café. Aujourd'hui, le nectar rwandais s'exporte sur la planète entière, entre autres grâce à une chaîne multinationale de la restauration rapide. Nous nous y intéressons à l'occasion de la 7e étape disputée entre Kibuye et Butare avant de revenir dans la ville qui ne dort jamais, Kigali. Même si les cols sont moins nombreux que les jours précédents, les 4 prévus aujourd'hui vont offrir aux coureurs plus de 2,5 km de dénivelé, le tout pour une étape longue de 155 km 800 entre Kibuye et Butare dans le sud du pays. Dès le deuxième kilomètre, une première échappée voit le jour. 3 coureurs sortent, vite rejoints par 3 contre-attaquants. Finalement, le groupe de 6 ne sera plus que 5 après qu'Adnan Arabia se soit fait lâcher. Le petit groupe va vite prendre 1 minute d'avance sur le peloton après les 10 premiers kilomètres et passer le 2e classement de la montagne, remporté par DB Sai.
Kilomètre 32, ensuite l'échappée à ce moment compte 12 coureurs après qu'une contre-attaque ait vu le jour dans la remontée vers Mwendo. L'autre information importante, c'est le maillot jaune en difficulté dans cette même montée tueuse. Teklit est distancé. Du coup ses partenaires l'attendent, stratégie logique. Bref, au sommet après 1 heure de course et le passage en tête de Nathanaël Beran, rien n'est joué. La longue descente nous permet d'apprécier le paysage et notamment la route du café. Du coup, Jian Zegari ne pouvait pas passer à côté d'un nectar reconnu de la part de la planète entière. Le café rwandais est traditionnellement produit sur de petites exploitations de mi-mars à mi-juillet et emploie un quart de la population pendant la saison. Jusqu'à peu, les cerises, grains de café brut, étaient cueillis puis décortiqués à l'aide d'un dépulpeur, voire de cailloux. Le café était séché, mis à fermenter dans un petit seau d'eau avant d'être placé au soleil. Cette technique peu élaborée se ressentait sur la qualité du café. Depuis, les cultivateurs cueillent à la main les cerises trop ou peu mûres, en offrant par la même occasion du travail aux femmes, et surtout contrôlent la fermentation des graines minutieusement. Ce nouveau procédé en fait aujourd'hui un café haut de gamme dont les prix ont progressé de 300%. Il est même utilisé par une firme américaine, la plus grande chaîne multinationale de café au monde. Lorsque les plus grosses difficultés sont passées, que le plat tout relatif ici dans le pays des 1000 collines débute, ils ne sont plus que 8 à l'avant avec 4 minutes 35. On y retrouve Érythréens, Marocains, Sud-Africains et Éthiopiens de l'UCI Continental Center. Et quand on vous parle de plat, voilà ce que ça donne lorsqu'on est au Rwanda. Après avoir compté 7 minutes de retard, le groupe maillot jaune commence son effort à 40 km de l'arrivée. Sur la centaine de kilomètres de faux plats, Teklit et ses partenaires de contre-attaque n'ont plus que 4 minutes 30. Les kilomètres défilent encore, moins de 25 avant l'arrivée, les Bafana Boys roulent devant et imprègnent leur rythme, le tout sous les premières pluies de la journée. Il semble en tout cas que l'un des 8 remportera l'étape à l'arrivée à Boutaré. Tout se décante dans le dernier kilomètre, Combric est le premier à lâcher, on se dispute aussi le classement de la montagne. Et justement, coup double, la victoire de Nathanaël Beran lui offre le jaune de leader au général tout en consolidant son maillot à pois. Quel joli doublé de l'Érythréen. Une 8e étape qui offre les dernières réelles difficultés de la compétition, 4 cols dont un de première catégorie à l'arrivée dans la capitale. Alors que le départ au kilomètre 0 est donné arrêté, on rappelle que le maillot jaune est maintenant détenu par Nathanaël Beran avec 45 secondes d'avance sur son coéquipier Tekla Imano. Mais Jens van Rensburg ou l'ancien vainqueur du Tour Adil Djeloul peuvent encore prétendre au sacre. Comme la veille, le plat de ce début d'étape ne permet pas de s'afficher, même si les Marocains tentent de multiplier les tentatives. À chaque fois, tout le monde est repris, mais quoi qu'il se passe, il faut attaquer pour ne rien regretter. Il n'y a pas que chez les favoris que l'on se montre, chez les outsiders aussi, la preuve avec Benjamin Trouche, déjà vainqueur d'une étape qui tente sa chance, mais le peloton roule tellement vite qu'il est impossible de sortir. La première heure se termine avec la confirmation que l'on roule à vive allure, 44 km/h de moyenne, impressionnant. Et vu qu'une étape de Tour sans pluie n'est pas vraiment une étape, un nouvel orage tropical s'abat sur la route vers Kigali, nous sommes au kilomètre 60, encore loin de la première difficulté de la journée. Après être passé entre les gouttes, l'échappée reprend sa marche en avant et possède maintenant 1 minute 15 sur les 2 Rwandais intercalés. Derrière, comme le peloton ne roule pas assez vite, Teklit décide de partir à la chasse. Il est ensuite rejoint par son leader, le maillot jaune et 3 autres coureurs. Tout est remis en cause ensuite au sommet de la première difficulté puisque tous les intercalés ont été repris et l'on se doute que le peloton ne va bientôt plus faire qu'une bouchée des échappés lorsqu'on demande aux voitures de presse et aux directeurs sportifs de passer à l'avant. Finalement, le groupe d'échappés se relève à 30 km de l'arrivée, mais un autre petit groupe de 4 voit le jour, résiste encore et toujours au peloton. 1 minute à 10 km de l'arrivée pour 2 des grands animateurs du peloton, le Maroc et l'Érythrée. Nous entrons à présent dans Kigali, capitale d'avenir, que nous présente Jian Zegari. Fondée en 1907 pendant la colonisation allemande, Kigali n'est devenue la capitale qu'à la décolonisation en 1962. Depuis, la ville compte 1 million d'habitants et est constituée de 3 pôles géographiques correspondant à d'anciennes communes, Nyarugenge, Kitsukiro et Kasabo. Passant de 200 hectares il y a 16 ans et s'étalant à plus de 2000 hectares aujourd'hui, la capitale rwandaise ne cesse de s'étendre. La ville grandit aussi vite que ses ambitions. En effet, le gouvernement investit en masse dans les nouvelles technologies et veut que Kigali devienne d'ici 2020 le Singapour de l'Afrique de l'Est. Reste tout de même 30% de la population encore rurale et ancrée dans la tradition artisanale. Le Rwanda est surnommé le pays des 1000 collines et Kigali souhaite devenir la ville aux 1000 opportunités. Encore faut-il réussir le pari de trouver des avantages pour tous et pour une population qui atteindra 10 millions d'habitants dans 10 ans.
Auteur d'un bel effort dans les derniers kilomètres, Tariq Chaoufi s'impose devant Meron Rousson, l'Érythréen, mais il semble bien que le maillot jaune et la victoire du Tour 2010 prennent le chemin de l'Érythrée.